Alors, je suis très contente d'être ici pour vous parler de Prospecie rara. On est en Suisse et puis souvent dans les noms suisses, on cherche quelque chose qui marche pour les 3 ou 4 langues nationales et finalement on arrive à des noms un peu compliqués, mais quand on traduit puis qu'on se dit que c'est pour les espèces rares, finalement ça va pas si mal. Alors j'ai intitulé voilà, la conférence « Pourquoi conserver des vieux légumes baroques, biscornus et bizarres ?» Alors voilà quelques légumes biscornus et bizarres dont on va pouvoir parler. Alors je vais commencer par faire une petite, je profite de faire une petite présentation de Prospecie rara. Peut-être que le public ne connaît pas très bien Prospecie rara. Donc on est une fondation suisse pour la diversité patrimoniale et génétique liée aux végétaux et aux animaux, comme on l'a relevé. J'aime bien toujours préciser qu'on existe depuis 1982. Alors à l'époque, on ne parlait pas encore tellement de développement durable parce qu'on est avant Rio et la Convention sur la conservation de la biodiversité génétique. Donc au tout début, effectivement, les gens qui travaillaient pour Prospecie rara, on nous considérait un petit peu comme nos légumes, un peu bizarres et biscornus. Et voilà. J'aime bien aussi dire qu'on est une fondation privée, on n'est pas du tout une institution, donc on dépend effectivement pour vivre de financements divers. On a notamment des membres actifs qui sont extrêmement utiles et importants, des donateurs, et puis on est en Suisse, donc on a aussi la particularité, peut-être comparé à nos voisins français, d'avoir quand même passablement de coopération avec les organismes fédéraux, avec l'Office fédéral de l'agriculture en particulier. Et puis, depuis 1982, on a quand même une reconnaissance, une collaboration auprès d'organisations nationales. On participe notamment à la CPC, Commission pour la protection des plantes cultivées, et aussi internationale. Alors, j'aime bien aussi rappeler qu'on est tout petit finalement. On a un peu plus de 20 postes de travail qui sont répartis dans 3 lieux. Donc Prospecie rara a existé en Suisse alémanique avant d'exister en Suisse romande. On existe en Suisse romande depuis 1996. Donc on a une vingtaine de postes à notre siège qui est à Bâle, où on est hébergé par la Fondation Merian. Et puis on a 2 autres bureaux pour couvrir l'ensemble du territoire suisse. Un bureau au Conservatoire et Jardin botanique de la ville de Genève qui nous accueille et pour nous c'est vraiment une grande chance d'être là. Et puis on a aussi un bureau au Tessin. Mais si vous regardez, voilà, en Suisse romande, on est 1,8 poste de travail, donc vous avez devant vous le 0,5 poste de travail qui s'occupe de toute la partie, je résume, légumes, plus tout le reste. Donc on est vraiment très très heureux et on ne pourrait pas vivre sans avoir des collaborations comme celle que vient de vous présenter Isaline, c'est ça? Oui. Et pour nous c'est vraiment très important parce qu'évidemment on ne peut pas faire tout ce travail à nous. On est 3 personnes pour la Suisse, toute la Suisse romande, donc c'est vraiment pas beaucoup. Alors une des particularités de Prospecie rara, c'est qu'on s'occupe de l'ensemble de la diversité agricole. Donc on a 3 volets, plantes de jardin et de plein champ dont je m'occupe plus particulièrement. Et puis j'ai un collègue qui s'occupe, lui, des fruitiers et une collègue qui s'occupe effectivement des animaux, mais des animaux de rente, bien sûr, des animaux de ferme. Alors si on regarde juste pour les plantes de jardin et de plein champ, c'est quand même actuellement 1553 variétés qu'on conserve. Et comme on fait essentiellement de la conservation vivante, ça veut dire qu'on doit replanter chaque année les plantes et récolter des graines. Donc vous imaginez bien qu'avec mon 0,5 poste de travail, je ne peux pas faire ce travail. Donc je compte bien sûr sur des collaborations pour pouvoir travailler. Donc on est vraiment une mise en réseau plutôt de personnes qui travaillent pour s'occuper de cette conservation. Alors quels sont les buts de Prospecie rara? C'est évidemment de conserver le patrimoine génétique des variétés, donc vraiment un aspect sur cette diversité génétique qui pour nous est très importante. Mais pour faire ce travail, on essaye aussi de sauvegarder un patrimoine culturel et des coutumes traditionnelles. Souvent, elles sont liées et puis bien sûr, quand il y a une relation assez étroite, c'est plus facile de faire cette conservation.
On essaye aussi de sauvegarder les connaissances, parce que si vous conservez des variétés mais que personne ne sait les cultiver, eh ben, ça ne va pas marcher très longtemps, surtout si vous faites de la conservation vivante. Un aspect extrêmement important pour nous, c'est vraiment de garantir un libre accès à toute cette diversité des races et des variétés. On va en parler un petit peu avec la problématique des semences dans la deuxième partie. Et puis notre travail, eh bien, on s'appuie beaucoup sur l'utilisation de ces variétés, avec l'idée que si une variété est consommée, elle va être produite. C'est la loi de l'offre et la demande. Alors on dit toujours, pour les variétés végétales, c'est plus facile que pour les variétés animales. Des fois c'est un peu compliqué, mais on pourrait dire, pour les conserver, mangez-les. C'est vraiment indispensable. C'est des variétés et des races qui sont domestiquées, donc elles sont liées à l'homme et à l'utilisation. Donc c'est très important de les utiliser. Et puis tout ce travail, c'est pas seulement pour faire rigolo ou parce que c'est original, mais c'est vraiment au niveau de la sécurité alimentaire et de faire tout ce travail de conservation de la diversité génétique. Donc notre stratégie, je l'ai dit, c'est vraiment de la conservation vivante on farm. Donc j'aime bien préciser qu'on fait un travail qui est tout à fait complémentaire à un autre travail, par exemple pour les légumes en particulier, qui se fait en Suisse, tout près d'ici, dans la banque de gènes de Changin. Ce travail est vraiment complémentaire. Pour faire très résumé, à Changin, dans la banque de gènes, on met des graines dans un congélateur, elles y restent 10, 20, 30, 40 ans, et quand elles ressortent, elles sont capables de germer et de pousser. Nous avons choisi un travail complémentaire, parce que ce travail est déjà fait par la banque de gènes, où nous, on remet en culture chaque année pour reproduire des semences, avec l'idée qu'une variété est quand même quelque chose de vivant et qu'il faut qu'elle puisse s'adapter en permanence à son environnement. Et pour nous, c'est aussi extrêmement important parce que je disais qu'on essayait de conserver les savoirs et les utilisations. Donc quand vous mettez une graine dans un congélateur, vous ne mettez pas le jardinier avec. Et quand vous ressortez la graine 30 ans plus tard, le jardinier il n'est peut-être plus là. Et la culture des porte-graines est quelque chose de très particulier. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve généralement très, très peu dans la littérature. C'est vraiment tout un travail pratique, intuitif souvent. Et en le faisant régulièrement, on essaye de le préserver. Donc on travaille beaucoup sur un aspect donc, de sauvegarde, sensibilisation et promotion par la commercialisation. Alors j'ai mis un petit exemple ici pour voir un petit peu comment on travaille au niveau des végétaux. Donc ici c'est un exemple avec des arbres fruitiers. On fait exactement la même chose avec les plantes potagères. Donc il y a tout un travail de recherche au niveau des archives, au niveau des visites chez des maraîchers. Pour nous les maraîchers qui sont maraîchers de père en fils, c'est très souvent une source formidable. On a souvent aussi des collections qui sont des informations très importantes. Les anciens catalogues horticoles sont une mine faramineuse pour nous. Évidemment que si une plante était présente dans un catalogue horticole, ça voulait dire qu'elle était cultivée. Et puis ensuite, il y a tout un travail de description, de mise en collection, puis de propagation, pour faire que finalement, ces variétés, elles arrivent à retourner dans le circuit de la consommation ou de la production, qu'on puisse les retrouver à nouveau dans la commercialisation, pour qu'elles soient accessibles, pour qu'on puisse les utiliser. Alors j'ai profiter d'être genevois, enfin à Genève, pour vous mettre un petit exemple historique avec les variétés du patrimoine de plantes à porets. Donc on dit qu'en Suisse, la culture maraîchère est née sur la plaine de Plainpalais. Alors pour une fois, les Genevois n'ont pas à être grande gueule, comme on dit souvent. En fait, c'est grâce à des réfugiés français, des Huguenots, qui
fuyaient les persécutions consécutives à la révocation de l'édit de Nantes. Ils sont arrivés à Genève, terre d'asile, Calvin. On leur a donné la plaine de Plainpalais comme zone de maraîchage. Si vous vous promenez autour de Plainpalais, maintenant, ça ne ressemble pas tellement à des potagers urbains, malheureusement, mais vous avez la rue des Plantes à Porel, la rue des Maraîchers, la rue de la Puiserante, etc., qui rappellent ce passé historique. Et quand j'ai commencé à travailler pour Prosper Sierrara, je me suis intéressée à ces variétés en particulier. Donc on peut faire un petit clic. Et j'ai retrouvé, par exemple, dans les catalogues horticoles, toute cette liste de variétés, simplement avec les patronymes de Genève ou de Plainpalais. Donc derrière, en illustration, vous avez une illustration du courgeron de Genève. Mais là, c'est un exemple typique de ce qu'on peut retrouver dans les catalogues horticoles. Cette variété, je ne l'ai jamais retrouvée en vrai. Je pense qu'on peut dire, j'ai fait de nombreuses recherches, on peut probablement dire qu'elle a disparu. Par contre, elle est présente dans le catalogue Vilmorin-Andrieux, on en a même une gravure. Alors par chance, on en a retrouvé encore quand même quelques-unes. Voilà. Toutes ces variétés-là existent encore. Alors évidemment, je vous ai mis une photo du fameux cardon épineux argenté de Plainpalais et la photo a même été prise ici au château de Prangin. Alors effectivement, si on n'avait pas fait ce travail de conservation, peut-être qu'actuellement, on ne pourrait pas avoir ce fameux cardon encore commercialisé dans des bocaux tels qu'on le trouve actuellement. Donc, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire ce travail tout seul. Donc, on a un réseau de conservation. Donc, le principe, on donne nos variétés à des gardiens de variétés. On essaye d'avoir au minimum 3 gardiens de variétés pour chaque variété. Donc, ça fait... Pour l'instant, on n'y est pas, mais c'est un but. Hein. On donne des cours pour que les gens sachent comment multiplier ces semences. Et l'idée, c'est que les gens cultivent et puis nous renvoient les semences qui vont alimenter notre séminothèque. Alors voilà, ça c'était la présentation générale. On va revenir maintenant un petit peu plus sur les semences et les variétés. Alors j'aime bien aussi rappeler que, voilà, on parle beaucoup d'agriculture, mais depuis 2 millions d'années que l'homme est sur Terre, en fait, on parle des dernières minutes de notre histoire. Hein. Pendant très longtemps, il a été... simplement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais chasseur, pêcheur, cueilleur. Et finalement, la domestication est une invention extrêmement récente. Et moi, je vais vous parler des variétés. Donc, je vais accélérer un tout petit peu. Je ne vais pas vous parler des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs. Mais dès le moment où on a pu décrire ces plantes dans des catalogues, c'est à partir de là qu'on a commencé à parler vraiment de variétés, disons, de ce qui est un faux terme. On devrait utiliser le terme de cultivar parce que variété en botanique a une autre signification. Et en fait, je vais vous présenter 3 grandes étapes dans l'histoire de ces variétés. Donc on a une première période qui est vraiment la période, l'apogée de la sélection classique. On a eu beaucoup de firmes semencières qui ont commencé à développer des variétés. Et puis après, on a passé à une période, surtout après la Deuxième Guerre, où on a eu un souci de productivité, d'approvisionnement. On a vu sur les photos que vous avez présentées que la guerre, ça a été quelque chose de très... de dramatique. Il y a eu fermeture des frontières, donc on a dû trouver des moyens pour être autosuffisant au niveau alimentaire. Ça a été une grosse préoccupation. Donc on a vraiment développé à partir de ce moment-là les variétés avec un critère essentiel qui était la productivité. On va pouvoir le voir maintenant, malheureusement au détriment d'autres critères qui n'ont plus eu le dessus, comme le goût, la qualité nutritionnelle, etc. Donc là, on va aller jusqu'à l'époque industrielle, disons, et là, c'est vraiment l'apogée des hybrides F1. Et puis maintenant, on est dans une période tout à fait particulière où on s'éloigne de plus en plus les circuits sont de plus en plus longs pour s'approvisionner en semences. Et puis maintenant, on est dans une période vraiment charnière, je dirais,
où on a énormément de problèmes qui sont liés à des problèmes législatifs et on n'est plus du tout dans des problèmes agricoles. Et je dis aussi souvent qu'effectivement, dans notre travail maintenant, on aurait besoin, et on va peut-être avoir besoin de plus en plus malheureusement, de juristes, d'avocats, et pas seulement d'agronomes pour pouvoir travailler, parce qu'on a vraiment des problèmes législatifs très importants, surtout sur le marché des semences. Donc si on regarde au niveau historique, je vous ai représenté la diversité variétale. Donc au travers de ces époques, eh bien, on voit que en fait, la diversité des variétés a énormément diminué. On va essayer d'expliquer pourquoi. Donc, je vous ai parlé de la sélection classique, nos grands sélectionneurs. Alors, on retourne en France, évidemment, avec la célèbre maison Villemorin-Andrieux. Alors, pour moi, c'est une source merveilleuse. Ces catalogues, c'est vraiment la Bible. On trouve tout. Hein. On trouve même, justement, le cardon argenté épineux de plein palais. Hein. Enfin, le courgeron de Genève. Toutes ces variétés très célèbres étaient présentes dans ce catalogue. Et puis, ben voilà, hein, en 1900, on avait une collection de 800 variétés de pommes de terre, par exemple. Ce qui est merveilleux, c'est que tout est illustré. Il y a même des moulures en plâtre qui existent de ces légumes. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment très, très beau. Alors après ça, je vous ai dit qu'on était passé justement à une période qui était l'apogée des hybrides F1. Alors, je fais juste un tout petit rappel, peut-être que tous les gens ne savent pas ce qu'est un hybride F1. Je vous ai dit que c'était une période où on avait un grand souci au niveau de la productivité et de la sécurité alimentaire. Donc on a en fait redécouvert, c'est quelque chose de tout à fait naturel, les gens des fois font la confusion entre génie génétique, non, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Simplement, on a un peu redécouvert les lois de Mendel. Et en fait, un hybride F1, quand vous achetez une pochette de semences sur laquelle c'est marqué hybride F1, vous n'achetez pas les lignées parentales, mais vous achetez le résultat de la première génération. F1, ça veut dire fille 1, c'est la première génération. Donc en fait, vous voyez ici des exemples avec des maïs qui ont des noms très romantique. Vous avez le MO17 qui a été croisé avec le B73 pour donner un hybride. Et là, vous voyez bien quel est l'intérêt de ces hybrides. Hein. Ça saute aux yeux, c'est plus productif. Bon, parce qu'on a cherché justement à utiliser des critères de production. Donc, tout ça pour juste expliquer rapidement ce que c'est les hybrides F1. La photo suivante. Alors les hybrides F1, mais ils ne sont pas non plus arrivés par hasard, c'est pas pour rien qu'ils ont eu un tel succès. Ils sont arrivés en pleine révolution verte. Donc c'est une période où que les variétés soient adaptées à leur terroir n'avait peut-être plus tellement d'importance aux yeux de certains, parce qu'on pouvait tout amener de l'extérieur, les intrants, l'arrosage, etc. Donc ce qu'il faut aussi préciser, c'est que ces hybrides F1, en général, c'est des plantes à usage unique. Parce que souvent on pense qu'elles sont stériles, ce n'est pas nécessairement le cas, mais c'est une suite des lois de Mendel. Donc en première génération, on a une génération qui est très 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 homogène, mais en deuxième génération, on a ségrégation des caractères et on ne sait pas à l'avance quels sont les caractères parentaux qui vont s'exprimer. Donc si vous êtes maraîcher et que vous ne savez pas ce que vous allez pouvoir vendre par la suite, ça ne va pas aller non plus. Et effectivement, très souvent, ces variétés sont stériles parce que pour des raisons de facilité de production, on a induit des stérilités cytoplasmiques, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, pour revenir, elles sont à usage unique en général. On doit racheter les semences chaque année. Donc, qu'elles soient adaptées ou pas au terroir, on se disait ça n'a pas tellement d'importance. De toute façon, on repart toujours de la semence. Et puis, ce qu'il n'y a pas, on peut l'amener de l'extérieur. Et puis, c'est une période où les transports se sont développés. Donc d'avoir des variétés qui soient précoces, tardives, ça avait moins d'importance. On a beaucoup cherché aussi à avoir une mécanisation, donc c'était mieux d'avoir des variétés qui soient toutes mûres en même temps, comme ça on faisait un seul passage dans les champs pour la récolte. Et puis aussi c'est une période où on a commencé à modifier la manière dont on allait
présenter ces variétés aux consommateurs. Souvent, on est dans des étals de supermarché, dans une barquette de pommes. C'est plus facile de mettre 6 pommes à peu près identiques que des pommes qui sont un petit peu biscornues, des plus grandes, des plus petites, etc. Tout ce phénomène, ces phénomènes cumulés ont fait qu'effectivement, les hybrides F1 ont pris de plus en plus de place dans ce qui était disponible pour la commercialisation, pour l'utilisation. Et puis maintenant, on arrive à ce que j'ai appelé cette période de législation. Donc, ça s'est induit, ça s'est cumulé. Hein. Évidemment que le fait de devoir acheter des semences chaque année n'était pas tout à fait négligeable pour les semenciers. Les semenciers ont commencé à cumuler. Les firmes semencières étaient les mêmes qui vendaient les intrants. Donc c'était très pratique. Donc ça a généré quand même un énorme gain d'argent. Et petit à petit, au fil du temps, sans souvent qu'on s'en aperçoive, les firmes de semences ont commencé à racheter toutes les petites entreprises semencières. Et on a actuellement 3 à 4 firmes semencières qui détiennent jusqu'à 60% du marché des semences. Donc on a une période très particulière. Déjà, depuis l'avènement des hybrides F1, on était dans une étape où pour la première fois dans l'histoire de l'humanité et de l'agriculture, l'agriculteur ne pouvait pas simplement ressemer le grain qu'il avait lui-même récolté. Pour moi, ça c'est déjà quelque chose de complètement fou. Et puis maintenant, on est à une époque où on a 4 grandes firmes internationales qui détiennent plus du 50% du marché des semences. Ça veut dire qu'elles ont un pouvoir énorme sur la disponibilité des produits, sur leur prix. Et c'est vraiment quelque chose de fou parce que souvent, oui, on pense semences, hein, on voit, je sais pas, c'est assez romantique. On va utiliser les graines dans son jardin, on va les faire pousser. Mais on oublie parfois que toute notre alimentation, qu'on soit végétarien ou carnivore, passe par la semence. Donc ça veut dire que dans le monde, on a 4 firmes semencières qui détiennent plus de 50% de l'alimentation humaine. Et ça, je trouve que c'est vraiment une période vraiment charnière et très très importante. Je ne vais pas entrer dans un débat supplémentaire, mais là-dessus, au niveau législatif, s'ajoutent plein de problèmes qui vont vraiment très très vite maintenant. C'est pour ça que je dis qu'on aurait besoin d'un juriste. On a de la peine à suivre au niveau des nouvelles méthodes d'obtention des variétés, avec les brevets, avec les OGM. C'est un autre débat. Alors si on regarde un tout petit peu au niveau de l'évolution de la diversité des variétés, et voilà ce que ça donne. Hein. En haut, vous avez 1903 et puis en bas, vous avez 1983. Et vous voyez que la diversité est vraiment en train de diminuer. Si on regarde simplement au niveau des choux, on passe de 544 variétés à seulement 28 variétés qui sont disponibles dans les catalogues horticoles. Et c'est là que les gens s'approvisionnent. Donc, la photo suivante, alors je vous ai mis une diapositive illisible, mais ce n'est pas très grave. Ici, vous avez une illustration d'une variété de blé. On est en Grèce. Vous pouvez changer blé par n'importe quelle autre espèce et Grèce par n'importe quel autre pays, en tout cas d'Europe, et vous aurez exactement la même pente pour la courbe de diminution des variétés. Donc on estime que depuis le début du XXe siècle, 98% des variétés potagères ont disparu. On a aussi un nombre de plus en plus limité d'espèces pour l'alimentation humaine. Dans le catalogue officiel des variétés français, 98% des variétés qui sont proposées sont des hybrides F1. Donc c'est vraiment ce qui domine. Et puis je vous ai reparlé de ces 5 multinationales. Ça change aussi très très vite. Donc, on a vraiment un très gros problème pour ces anciennes variétés. Alors voilà, la question de départ, pourquoi vouloir les conserver, ces variétés finalement? Peut-être on se débrouille très bien sans elles.
Alors bon, si on se débrouillait si bien sans elles, j'aurais déjà pas le plaisir d'être avec vous aujourd'hui, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors on peut se poser la question, merci, voilà. Est-ce que c'est parce que nos cochons laineux sont amusants ou que nos tomates sont originales? C'est vrai qu'elles ont du succès auprès des grands chefs cuisiniers. Ou bien est-ce que ces pommes de terre violettes sont vraiment bizarres? Ou est-ce que notre petit mouton de ça, c'est charmant? Oui, il est charmant. Mais il n'y a pas que ça. Donc pourquoi vouloir absolument les conserver, ces anciennes variétés? Alors, je m'excuse, mais je vais être vraiment très simpliste avec la photo suivante. Voilà. Si vous avez un pot de peinture blanc, eh bien, vous pouvez faire un tableau blanc. Alors bon, si vous êtes dans le domaine de l'art contemporain, peut-être ce sera très bien, ça va vous rapporter beaucoup d'argent, mais ce n'est pas très varié. Tandis que si vous avez une palette de couleurs, vous pouvez faire toutes ces belles choses. Et les palettes de couleurs, c'est vraiment la diversité, c'est cet assemblage de gènes uniques qui est présent dans nos variétés. Il faut bien rappeler qu'une variété, quand elle disparaît, eh ben, on ne peut pas la reconstituer. Cet assemblage unique de gènes disparaît avec elle. Et ces gènes, c'est vraiment la palette de couleurs qui va nous servir à créer de nouvelles variétés. Voilà. Alors on peut passer, voilà. Donc c'est vraiment une sécurité pour notre avenir, parce qu'on va avoir besoin de ces gènes pour créer de nouvelles variétés. Et on est dans une période où on a besoin d'avoir de nouvelles variétés pour répondre en particulier au changement climatique. On a des nouvelles maladies qui apparaissent, donc ces anciennes variétés vont être probablement une réponse, et on l'a vu, elles sont par exemple très intéressantes pour faire de la culture bio sur un toit. Donc c'est vraiment très important de les conserver. Alors, on ne sait pas très bien de quoi va être fait l'avenir, mais on a des lieux différents, on a des environnements différents. On a un environnement, on en parle énormément maintenant, les changements climatiques. Comment va-t-on répondre à ces changements climatiques? On va avoir besoin de nouvelles variétés. On va certainement avoir besoin de gènes qui sont présents dans nos anciennes variétés, des gènes de résistance à certaines maladies qui peuvent réapparaître ou qu'on ne connaît pas encore. Et puis, je vous ai mis le petit dessin du bas que je trouve très mignon, mais aussi très parlant. Si on est un jardinier amateur, on a tout intérêt à cultiver ces anciennes variétés. Parce que comme on l'a vu, ces hybrides, elles sont très homogènes. Mais si vous cultivez, quel intérêt à avoir toute votre production qui est mûre en même temps? C'est pas très intéressant. Vous aimez mieux avoir une production qui est étagée. Et puis là, vous avez, dans ces anciennes variétés, vous avez des goûts, vous avez des couleurs, vous avez des textures, vous avez des saveurs qui sont différentes et qui vont être aussi extrêmement intéressantes. Donc, c'est aussi ça, ces anciennes variétés. Alors là, je vous ai mis un petit exemple un peu glamour, parce qu'effectivement, Prospecie rara, on est aussi vraiment tourné vers le passé parce qu'on recherche ces anciennes variétés, mais c'est pour les transmettre à l'avenir. On est tourné très vers le futur et on travaille aussi pour la sélection de nouvelles variétés. Alors je vous ai mis un petit exemple un peu glamour parce qu'il fait sourire. Il y a des recherches en produits cosmétiques qui se sont intéressées à une de nos anciennes variétés de pommes. La Huttwiller Spätlauber, c'est une très jolie pomme, mais surtout elle a la particularité, quand vous la conservez plusieurs mois en cave, absolument pas ridée, aucune ride. Alors, mais si la pomme n'a pas de ride, si je mets ça sur la figure d'une dame, ça va être parfait. Et puis bon, peut-être que je peux me faire de l'argent au passage, mais ça c'est une autre problématique. Donc il y a une firme qui a développé une crème pour le visage à partir de cette ancienne variété de pommes. Et bingo, il paraît que c'est la crème qu'utilise Michelle Obama. Alors tout à coup, je ne vous explique pas les appels que j'ai eus du monde entier pour retrouver et utiliser cette fameuse pomme qui n'était présente que dans 3 vergers en Suisse. Voilà. Bon. Alors ça, c'est un exemple un peu glamour, mais on en a d'autres. J'aime bien présenter cet exemple aussi sur les pommes de terre. Donc, les pommes de terre, en fait,
en Suisse, on utilise les pommes de terre qui ont été sélectionnées ailleurs dans le monde. Et puis on a conservé depuis longtemps une variété qui était une suédoise bleue. Il se trouve que pour un projet Expo 02 pour les Suisses, on avait une exposition présente sur la plage de Neuchâtel. Et puis nous, on travaille en collaboration avec un sponsor qui est la COP, qui est une grande chaîne de distribution. Et ils nous avaient demandé, pour cette exposition en particulier, ils avaient eu l'idée de faire des chips bleus. Et ils avaient vu qu'on avait des pommes de terre bleues et on a fait des essais. Et malheureusement, ces chips, en fait, quand on frit la pomme de terre bleue, elle devenait un peu noire, ce qui n'était pas très joli. Alors ils nous ont demandé s'il était possible de trouver quelque chose pour que ces pommes de terre restent bleues. Et on a fait un travail de sélection et on a créé une nouvelle variété en utilisant une ancienne variété, la suédoise bleue, la précoce de Pretigo, et ça a donné une nouvelle variété, la bleue de Saint-Gall, qui est en fait la seule obtention suisse de pommes de terre, voilà, et qui a la particularité de ne pas devenir brune quand on la frit. Donc quand vous mangez des chips de pommes de terre bleues, c'est cette variété-là. Alors voilà, j'espère vous avoir fait comprendre que ces ressources génétiques, ce n'était pas seulement parce que c'était bizarre, baroque et biscornu, mais que c'était vraiment très très utile pour notre avenir, pour, comme je dis, répondre. On ne sait pas, le goût des gens change, les habitudes changent, le climat change, les modes de production changent, on l'a très bien vu. Nos variétés sont présentes sur le potager, sur la terrasse du potager de l'Épia. Encore un tout petit remerciement pour des projets comme celui-là. Comme j'ai dit, on ne peut pas travailler tout seul. Donc tous les travaux qu'ils font sur justement les valeurs agronomiques de ces variétés, pour nous, c'est vraiment extrêmement important. Donc on est très heureux de travailler avec de telles collaborations. Donc voilà, c'est vraiment très important de pouvoir conserver ces anciennes variétés. Si j'ai encore une petite minute, je vais peut-être juste répondre à la question des anciennes variétés. Anciennes variétés, c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire que c'est des variétés qui sont uniquement présentes, qui pourraient être présentes historiquement. On a dû choisir un terme. Pour nous, on considère qu'une variété est ancienne, pour faire un petit résumé, dès le moment où elle n'est plus présente dans la distribution. Parce que si vous avez une variété qui est inscrite et qui est proposée dans un catalogue, pour les légumes par exemple, dans un catalogue de semences, elle va être utilisée. Mais si elle n'est pas présente dans le catalogue de semences, elle ne va pas être utilisée. Et très rapidement, elle va tomber dans l'oubli et elle va disparaître. Donc des fois, nos anciennes variétés sont relativement récentes, mais si on ne s'en occupe pas, elles vont disparaître. Parce qu'elles ne sont plus présentes dans l'accès facilité aux variétés. Donc ça dépend. Pour certaines variétés, j'ai des références très anciennes. Par exemple, le cardon argenté épineux de plein palais, j'ai des références qui remontent à 1870. Évidemment que la tomate Black Plum en 1870, elle n'était pas présente. Donc voilà, c'est très variable. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est vraiment que ces variétés ne disparaissent pas. Merci. Merci Denise Gauthier de cette très très belle présentation. Excusez-moi d'avoir manipulé, mais évidemment. Ça vous fait très plaisir, j'ai vu. Écoutez, oui. Merci de me procurer cette. Et du reste, Bernard me priait de bien vouloir évoquer le fait que Prospecie rara, dont le nom est en fait tout à fait transparent, il faut bien le reconnaître, a participé via l'agroscope et la station de Changin à la sélection de tout ce qu'on voit et qu'on verra tout à l'heure dans le potager. On est très content d'avoir de nombreuses variétés ici, bien sûr. Est-ce qu'il y a, parce que même si les temps sont passés, peut-être on pourrait prendre une ou deux questions ou réactions de la part du public. Je vois une question d'Antoine. C'est pas tellement une question, c'est juste pour dire une réflexion. Au potager du roi, on a quelques variétés de Prospecie rara, comme de Seedsail aux États-Unis, et que cette idée de combiner des choses qui viennent de différents endroits nous semble très importante. Et nous, on les prend parce qu'on est intéressé par
par rapport au changement climatique, d'avoir des variétés qui viennent de montagne et qui ont subi des écarts de température plus importants. Comment est-ce qu'on dit Prospecie rara en américain? Ça doit Prospecie rara, ça va très bien aussi. J'imaginais autre chose, c'est très bien. Bernard? Le tableau qu'on a vu sur l'érosion génétique, il a se fait paru dans le National Geographic. En tout cas, il a paru plusieurs fois. Il est très impressionnant pour montrer cette érosion vraiment frappante. Mais il concerne surtout, sauf erreur, le continent américain, enfin l'Amérique du Nord. Est-ce qu'il y aurait des différences? Est-ce qu'on verrait des différences si on faisait le même exercice dans nos régions ici? Oui, bien sûr, dans nos régions, oui. Ce qui pourrait être différent, c'est ce qui est aussi extrêmement important par rapport à des problèmes politiques globaux, disons. Si on allait faire le même travail de recherche dans des pays du Sud, où on travaille encore beaucoup sur la culture vivrière, alors par chance, pour nous, eux ont conservé des modes de culture très traditionnels et ils ont une richesse de variétés beaucoup plus importante que nous. Mais justement, c'est là que c'est très grave parce qu'on commence justement à développer aussi d'autres systèmes de culture et ils vont peut-être perdre leur variété. Donc, mais pour nous, pour la conservation de la diversité, une grande source seraient les pays du Sud qui ont conservé leur mode de culture traditionnel. Donc là, ce serait un petit peu différent.